Bonjour à vous les passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un Bourbon célèbre, Henri IV. Henri IV, dit le Grand, né Henri de Bourbon, vient au monde le 13 décembre 1553 à Pau, alors capitale du Béarn, dans le château de son grand-père, le roi de Navarre, Henri d'Albret. Il est le fils d'Antoine de Bourbon, duc de Vendôme, et de Jeanne III de Navarre. Suivant l'usage de la couronne de Navarre, il reçoit en tant que fils aîné le titre de prince de Viane. Il est baptisé dans la religion catholique le 6 mars 1554 par le cardinal d'Armagnac. Henri IV passe sa petite enfance au château de Corrage, où il acquiert le surnom de meunier de Babaste, car il fréquente les paysans lors des chasses. Sa mère l'instruit dans la plus stricte morale du calvinisme, alors que son père veut l'instruire dans le catholicisme. Durant la première guerre de religion, il est placé par sécurité à Montargis, sous la protection de Renée de France, fille cadette du roi Louis XII et de Anne de Bretagne. À la mort de son père, c'est Catherine de Médicis qui contrôle son éducation et le nomme gouverneur de Guyane en 1563. En 1567, il retourne vivre auprès de sa mère Jeanne d'Albret et participe à sa première campagne militaire en Navarre en 1568. Il n'a que 15 ans. Il poursuit ensuite son apprentissage militaire durant la Troisième Guerre de religion, sous la tutelle de l'amiral de Coligny. Il assiste aux batailles de Jarnac et Mauconcourt et combattra pour la première fois lors de la bataille d'Arnay-le-Duc en 1570 à 17 ans. En 1572, il succède à sa mère et Henri de Navarre devient roi de Navarre. Le 18 août 1572, à Paris, il est marié à la sœur du roi Charles IX, Marguerite de Valois, dit la reine Margot, mariage arrangé afin de favoriser la réconciliation entre catholiques et protestants. Le climat est très tendu à Paris, suite à un attentat contre l'amiral de Coligny, et amène au massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572, qui débute à Paris et gagne ensuite une vingtaine de villes de province. Une grande partie des protestants de France est assassinée par les catholiques. Entre 6 000 et 10 000 protestants seront massacrés en quelques jours. Quelques jours après, Henri IV, épargné par les massacres, est contraint de se convertir au catholicisme. Il est assigné à résidence à la cour de France et se lie politiquement avec le frère du roi, François d'Alençon, et participe au siège de La Rochelle en 1573. Après sa participation au complot des Malcontents, il est retenu prisonnier avec le duc d'Alençon au donjon de Vincennes en avril 1774, la clémence du roi lui évitant la peine de mort. Après avoir passé plus de 3 ans comme otage à la cour, et profitant des troubles de la 5e guerre de religion, il s'enfuit le 5 février 1776 et renoue avec le protestantisme, abjurant le catholicisme. En 1577, il participe à la 6e guerre de religion aux côtés de son cousin, le prince de Condé. Les protestants se méfient de lui et il se tient donc à l'écart du Béarn, fermement tenu par les calvinistes. En 1578, il manque de mourir dans un piège à Eauze et même Bordeaux, capitale de son gouvernement, lui ferme ses portes. Il s'installe donc à Agen, près de son château de Nérac, et s'entoure de gentilshommes appartenant aux deux religions, mais ses conseillers restent essentiellement des protestants, tels Duplessis-Mornay et Jean Lacvivier. Pendant plusieurs mois, Henri et son épouse mènent grand train au château de Nérac,
entouré de lettrés tels Montaigne et Dubartas. Peu après, il participe à la 7e guerre de religion, où il prend Cahors en 1580. En 1582 et 1590, il entretient une relation amoureuse avec Diane d'Andoin, qui le soutient financièrement et politiquement, ce qui provoque le départ de son épouse Marguerite et qui consommera leur rupture définitive. En 1584, le frère du roi, François d'Anjou, meurt sans héritier. Et n'en ayant pas lui-même, le roi envisage de faire d'Henri de Navarre son héritier en l'invitant à se convertir. Mais contraint par les Guises de signer le traité de Nemours, il lui déclare la guerre. Commence alors un conflit où Henri de Navarre affronte à maintes reprises le duc de Mayenne, Charles II de Lorraine. Ensuite, il affronte l'armée royale qu'il bat à la bataille de Coutras en 1587. Le 5 mars 1588, à la mort du prince de Condé, Henri IV prend la tête des Huguenots. Le 23 décembre 1588, le roi de France fait assassiner le duc Henri de Guise et son frère, le cardinal Louis, ce qui pousse les souverains de France et de Navarre à se réconcilier et signent ensemble un traité le 30 avril 1589. En juillet suivant, ils mettent le siège devant Paris. Le 1er août 1589, le roi de France est assassiné par Jacques Clément et juste avant de mourir de ses blessures, il nomme le roi de Navarre comme son successeur légitime et ce dernier devient donc le roi Henri IV de France. Pour Henri IV commence la longue reconquête du royaume, car la plupart des Français ne reconnaissent pas pour roi un noble protestant. Même les catholiques refusent de reconnaître la légitimité de cette succession. Pour calmer les esprits, il fait une déclaration dans laquelle il indique qu'il respectera la religion catholique, ce qui rend mécontents certains protestants, comme la Trimouille qui quitte l'armée, qui passe donc de 40 000 hommes à 20 000. Affaibli, Henri IV abandonne le siège de Paris, les ligueurs appuyés par l'Espagne le contraignant à se replier sur Dieppe. Cependant, Henri est victorieux de Charles de Lorraine le 29 septembre 1589 à la bataille d'Arques, où avec 10 000 hommes, il l'emporte contre 35 000 hommes ennemis. Les nobles, les Huguenots, les hommes de Conti, Montpensier, Longueville, Rohan-Montbazan, ainsi que de nombreux nobles de Champagne, Picardie et Île-de-France, rassurés par ce chef de guerre solide, se joignent à lui. Il prend ensuite d'assaut Vendôme, quelques villes de Touraine, et veille partout à ce que les églises soient épargnées et que les habitants ne souffrent pas trop du passage de ses troupes. Grâce à cela, toutes les villes entre Tours et Le Mans se rendent sans combat. D'autres villes n'essaient même pas de résister et lui ouvrent leurs portes. Laval se rend à son tour le 9 décembre 1589. Il prend ensuite Mayenne, Alençon et bat les Espagnols à Ivry en 1590. Encouragé par l'amour de sa vie, Gabrielle d'Estrées, Henri IV, en fin politique, choisit d'abjurer la foi calviniste le 4 avril 1593 par une déclaration connue sous le nom d'expédient. Il abjure solennellement le protestantisme le 25 juillet 1593 en la basilique Saint-Denis. Afin de rallier à lui les villes et les provinces, il leur fait des cadeaux pour un montant de 25 millions de livres, ce qui a pour effet de provoquer une grosse augmentation des impôts et provoque la révolte des croquants dans le Poitou, le Limousin et le Périgord. Le 27 février 1594, il est sacré roi en la cathédrale de Chartres. L'absolution accordée par le pape Clément VIII le 17 septembre 1595 lui assure le ralliement de la population ainsi que de toute la noblesse.
En 1595, Henri IV déclare la guerre à l'Espagne. Mais il a beaucoup de difficultés à repousser les attaques espagnoles en Picardie. La prise d'Amiens par les Espagnols laisse le roi dans une situation périlleuse. Les protestants, tels la Trimouille et de Bouillon, s'abstiennent de combattre à ses côtés, choqués par cette conversion au catholicisme. Après avoir soumis la Bretagne, ravagé la Franche-Comté et repris Amiens aux Espagnols le 13 avril 1598, Henri IV signe l'édit de Nantes qui met en place une paix entre les catholiques et les protestants. Le 2 mai 1598 est signée la paix de Vervins entre la France et l'Espagne, et la France connaît enfin la paix après des décennies de guerre. Henri IV se montre fervent catholique et incite son ministre Sully à se convertir, en vain. Henri IV s'appuie, pour gouverner, de ministres et conseillers compétents, le baron de Rosny, futur duc de Sully, Villeroy et l'économiste Barthélemy de la Fermasse. Les caisses de l'État se renflouent. Henri IV fait construire la grande galerie du Louvre qui relie le palais aux Tuileries, il fait agrandir les châteaux royaux de Fontainebleau et Saint-Germain-en-Laye et met en place une politique d'urbanisme moderne. Il fait construire 2 nouvelles places à Paris, la place Dauphine et la place Royale. Le roi et Sully sont conscients que les arts et l'artisanat ont un rôle à jouer dans le redressement économique du royaume. Il met fin aux importations massives de tapisseries des Flandres qui déséquilibrent la balance commerciale française. Dans les galeries du Louvre, il fait installer des tapissiers, des peintres, des sculpteurs, des brodeurs, des orfèvres, des armuriers et des ingénieurs. Grâce au jardinier Troca, il fait planter des milliers de mûriers en France afin de fabriquer de la soie. Le canal de Briare, entre la Seine et la Loire, permet le développement agricole et, comme l'écrira Sully dans ses mémoires, Les économies royales, pâturage et labourage sont les 2 mamelles de la France. Les dettes de la France en 1602 s'élèvent à 36 millions de livres tournois. Sully déclare la France en faillite devant les créanciers et rabaisse la dette à 16 millions 5 ans après. Il crée l'impôt de succession transmissible, la Paulette. Henri IV soutient les expéditions maritimes en Amérique du Sud, mais ce sera en Nouvelle-France que les Français s'établiront durablement et Port-Royal sera la première colonisation française. Champlain, grand navigateur, est envoyé pour fonder Québec, qui sera le départ de la colonisation française en Amérique. La fin du règne d'Henri IV est marquée par des tensions avec les Habsbourg et les hostilités contre l'Espagne. Le 25 avril 1610, le représentant d'Henri IV, François de Bonne de l'Aiguillère, signe le traité de Bruzolo avec Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie. Ne pouvant accepter une alliance avec des princes protestants contre un souverain catholique, les prêtres ravivent les esprits échauffés des anciens ligueurs. Le roi est dans une position fragile. Tout en préparant la guerre, on s'apprête au couronnement de la reine à Saint-Denis le 13 mai 1610. Le lendemain, 14 mai, Henri IV meurt poignardé par François Ravaillac à Paris, alors qu'il partait rendre visite à Sully souffrant. L'enquête a conclu à l'action isolée d'un fou. Ravaillac est écartelé le 27 mai 1610 sur la place de Grève à Paris. Henri IV est enterré à la basilique Saint-Denis le 1er juillet 1610, après plusieurs semaines de cérémonies funèbres qui ont fait naître la légende du bon roi Henri.
cours du lit de justice, tenu le 15 mai 1610, au lendemain de la mort d'Henri IV, son fils âgé de 9 ans, le futur roi Louis XIII, proclame la régence de la reine Marie de Médicis, veuve d'Henri IV. Henri IV eut une longue descendance. Avec sa seconde épouse, Marie de Médicis, il eut 6 enfants. Louis XIII, roi de France, Élisabeth de France, qui épousera le roi d'Espagne, Christine de France, Monsieur d'Orléans, duc d'Orléans, mort avant d'avoir été baptisé, Gaston de France, duc d'Anjou, et Henriette Marie de France, qui sera l'épouse de Charles Ier d'Angleterre. Il eut aussi de nombreux enfants illégitimes pour la plupart. 12 au moins sont connus. Avec sa maîtresse officielle, Gabrielle d'Estrées, il en eut 3, qui furent tous légitimés. César de Bourbon, duc de Vendôme, Catherine Henriette de Bourbon, mariée à Charles II de Lorraine, et Alexandre Vendôme. Avec la marquise de Verneuil, Catherine Henriette de Balzac d'Entragues, il eut Henri de Verneuil, décédé à 3 mois, Henri de Bourbon, qui deviendra évêque de Metz, et Gabrielle Angélique de Verneuil. Il eut un fils aussi avec Jacqueline de Bueil, Antoine de Bourbon, comte de Moret. Ensuite, 2 filles avec Charlotte des Essarts, Jeanne-Baptiste de Bourbon, qui sera abbesse de l'abbaye de Fontevraud, et Marie-Henriette de Bourbon, qui sera abbesse de l'abbaye de Chelles. Ainsi prend fin notre voyage à la rencontre du bon roi Henri IV, dont la popularité sera posthume et à qui on associe la fameuse poule au pot, suite à une phrase qu'il aurait dite au duc de Savoie: « Je veux que chaque laboureur puisse mettre la poule au pot chaque dimanche », ce qui voulait dire que chaque paysan de son royaume vive bien. Je vous dis à bientôt les amis pour une nouvelle découverte historique.